France Maghreb 2. Allez, bienvenue sur France Maghreb 2, nous sommes en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec en direct et en public les amis, en direct du Havre, l'émission Le Grand Forum avec l'ami Christophe qui nous rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Medjed, bonjour à tous, bonjour Le Havre. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Ravi de vous accueillir en direct donc de la librairie Les Yeux d'Elsa où nous sommes installés et il y a beaucoup de monde cet après-midi. Tarek Mami est avec nous. Comment ça va Tarek ? Très bien, on est au Havre, on est dans un endroit symbolique pour nous. Et au Havre il fait beau, je précise aujourd'hui. Aujourd'hui il fait beau, contrairement aux prévisions qu'on a eues quand on était à Paris où on nous a prévu 18, il y a un beau soleil. Et pour nous, être ici dans cette belle librairie Les Yeux d'Elsa, c'est un clin d'œil à nos deux amis qui nous ont fait venir ici petit à petit depuis la création de la radio, c'est-à-dire le cofondateur de la radio, notre ami Brahim Hasbaïd, et la fondatrice de cette librairie, notre ami Khamsa, Khamsa, qui n'a pas choisi au hasard le nom Les Yeux d'Elsa. Les yeux, c'est fait pour voir et nous sommes en pleine campagne électorale. Donc, nous devons voir pour lire les programmes des uns et des autres et pour agir en citoyen. Beaucoup d'entre nous sont porte et votent en passion. Nous, à France Maghreb 2, on souhaite donner la parole à tous ceux qui candidatent dans la mesure, bien sûr, de nos moyens et de leurs moyens pour que chacun sache et décide pour qui il va voter maintenant dans moins de 10 jours, puisque ce dimanche-là, on a encore le droit d'aller à la pêche, mais les dimanches suivants, en bon citoyen, on devrait s'interdire d'aller à la pêche, on devrait tous se diriger. Donc Tarek Mami va à la pêche le dimanche. Vous apprenez quelque chose, hein ? Le premier, mais pas le second, ouais. Parce qu'au second, il va falloir aller aux urnes. On nous annonce 30% d'abstention, c'est beaucoup. La dernière fois, c'était 20, et on sait tous, quand on fait un peu d'analyse, que ce sont les abstentionnistes et les hésitants qui vont sortir le nom des deux prochains candidats pour le deuxième tour. Et nous sommes donc dans cette librairie. Les Yeux d'Elsa, 115 cours de la République pour les auditeurs du Havre qui souhaitent venir nous rejoindre parce qu'on est là ensemble jusqu'à 18h, 18h10 et nous allons faire donc ce qu'on fait d'habitude mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on va passer le micro aux représentants des candidats présents parmi nous pour qu'ils puissent chacun se présenter en quelques mots, donc son nom, son prénom, le candidat qu'il soutient et ça permet aussi à Christophe de mémoriser les sons et les voix de manière à ce qu'au deuxième tour de table, nous sommes tous d'équerre. Alors, on commence par vous, chers messieurs. J'ai votre nom, mais je ne le dirai pas. Donc, je suis Gérard Maniable. Je suis représentant du collectif des Insoumis du Havre. Et donc, nous soutenons la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue à vous. Bonjour à tout le monde. Éric Ruclin, 20 ans, et je soutiens la candidature d'Emmanuel Macron. Un jeune, comme votre candidat d'ailleurs. Bonjour, donc Laurent Lejoux, je ne donnerai pas mon âge. Pourquoi je coordonne ici la campagne de Benoît Hamon sur le Havre. Très bien. Bonjour, Jean-Baptiste Gastine, je suis conseiller municipal auprès du maire du Havre et aussi vice-président de la région Normandie. Et je représente François Fillon. Voilà. Et on va faire... Oui, c'est vrai, madame. Magali. Excusez-moi. Quand même. La seule femme, et vous l'avez oublié, Tarek Mami. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour Magali. Bonjour, moi je suis Magali Cauchois et je défends la candidature de Nathalie Arthaud, lutte ouvrière. Tous les travailleurs et les travailleuses. Voilà, forcément. Et puis une dont l'organisateur, je ne l'en voudrais pas, ne m'a pas donné le nom sur la liste. Ah, il faut bien qu'il parle devant son micro. Je suis municipal communiste du Havre et je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ah, il y a deux représentants pour Jean-Luc Mélenchon, dis donc. Là, on vous comptera le temps de parole. Quand il y en a un qui parle, l'autre ne parlera pas. Hein. C'est ça. Comme ça, on est clair. Et puis, donc, on va commencer par quelque chose d'habituel pour nous et pour les auditeurs de France Maghreb 2. Sauf que c'est inhabituel ici au Havre. Nous avons ce que nous appelons, nous, dans cette émission, le Grand Forum LGF, des chroniqueurs qui viennent, selon leur emploi du temps, selon le plan, selon les invités, dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils pressentent, libres de toute parole. Le principe de cette radio et de cette émission étant la libre expression républicaine. Et donc aujourd'hui, nous avons fait le choix d'inviter notre ami Mostafa Muslem, qui lui est du Havre, et donc on ne pouvait pas prendre un chroniqueur de Paris pour parler du Havre. Mostafa, à vous, à toi. Je rappelle juste que Mostafa Muslem est psychanalyste sur le Havre depuis un certain nombre d'années pour qu'il ne rentre pas lui aussi dans le cadre des dégagismes que certains prononcent. Donc on va le garder avec nous, Mostafa. Mostafa. Bien, bonjour. Tout d'abord, je tiens à rappeler que moi, je ne suis pas un salarié de Radio France Maghreb. Non, tu es un chroniqueur comme les 30 chroniqueurs que nous avons. Au titre que je connais
l'un des créateurs de Radio France Maghreb depuis effectivement de longues années, qui est décédé d'ailleurs. Et je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai pu joindre. J'ai pu joindre d'ailleurs presque tous les représentants à l'élection présidentielle. J'avais même réussi à joindre, je le dis parce que non, mais on le verra pour le représentant du Front National, mais le directeur m'a dit non, je n'en veux pas. Ah bon, si vous voulez qu'on ouvre la polémique. Non, mais je le dis. Parce que vous avez le droit de le dire, moi j'ai le droit de répondre. Je dis qu'on ne le recevront au deuxième tour, puisque tout le monde annonce un deuxième tour, et que pour aujourd'hui. Les petits candidats comme Lassalle, Cheminade et Asselineau. J'ai trouvé personne. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. MPA, j'ai envoyé un mail pour un truc pour demander. Cher Mostafa, dans la radio. Dupont-Aignan. Mostafa, pour qu'on soit clair, dans une radio, comme la nôtre, il n'y a pas d'obligation de faire passer le 11 à aucune étape. Il y a obligation, ce que le CSA appelle équité, c'est-à-dire essayer de donner la parole à différentes parties de la société française sans aucune obligation. Cette obligation n'incombe qu'à la télévision et qu'à 3 radios nationales pour que ce soit clair. Votre mot d'introduction, si vous permettez. Mon mot d'introduction, c'est une phrase d'un psychanalyste, d'un grand psychanalyste qui a les mêmes initiales que Sigmund Freud, c'est Sándor Ferenczi, qui a écrit une lettre en 1911 en vue de la création de l'Association internationale de psychanalyse, qu'il a reprise d'ailleurs en 1921 dans sa correspondance qui a été publiée avec Grodek. Et voilà ce qu'il dit. Alors on écoute parce que j'ai lu ce texte. C'est un texte qui va nous servir de fil conducteur. Repris en 1921. Ouais. Je connais bien la pathologie des associations. Et je sais souvent, dans les groupements politiques, sociaux et scientifiques, règne la mégalomanie puérile, la vanité, le respect des formules creuses, l'obéissance aveugle, l'intérêt personnel, au lieu du travail consciencieux consacré au bien commun. Voilà. Magnifique. Merci. Alors, je vais vous demander de commenter chacun en 1 minute. C'est la nouvelle règle. Ce texte, est-ce qu'aujourd'hui, un siècle après, on est dans cette vision du monde politique, l'intérêt personnel, l'ego? À vous. Merci. Oui, c'est justement, c'est un des objets de la campagne actuellement. Nous, au niveau de la France Insoumise, on a, d'ailleurs, c'est illustré actuellement, puisque nous, on est un collectif de citoyens qui essaie de se regrouper pour soutenir une campagne qui tend vers une 6e République et qui tend à essayer de répondre à cette problématique-là. Alors, il se trouve que on est en 5e République et que le fonctionnement de cette 5e République pousse à effectivement avoir une personne qui incarne une vision. Donc c'est la grosse problématique qu'on a dans la France Insoumise, effectivement, c'est qu'on a un candidat qui est vaillant, qui est un bon porte-parole, et qui fait que la méthode actuellement de la 5e République fait que notre discours est un petit peu en contradiction avec ce fonctionnement de la 5e. C'est pourquoi nous, on est pour une 6e République. Il est vrai, dans la 5e République, il est un peu de légion que ce soit un peu une république monarchique, où le président de la République est élu un peu comme un monarque. Mais nous voulons changer ça. Déjà, Emmanuel Macron, il est passé par le privé, c'est vrai. On lui reproche beaucoup, mais cela permet de montrer qu'il ne va pas pour son simple intérêt personnel. Certes, il y a des personnes qui font ça parce que la candidature à la présidence de la République, ça, c'est, je veux dire, quelque chose d'assez personnel. Hein. C'est une candidature personnelle face au peuple. Et beaucoup de personnes, dont ces 11 candidats, font ça pour l'ego, pour le bonheur de voir leur nom, leur visage sur une affiche. Mais nous, on n'est pas dans ça. Nous, on pense plutôt au projet de la France, à libérer les énergies et faire en sorte de pouvoir être la France de l'avenir, la France qui compte dans le monde. Alors, à vous. Allez-y. Oui, moi j'ai retenu de votre citation la méfiance vis-à-vis des formules creuses, c'est-à-dire des candidats qui parlent parfois longtemps, mais à la fin, quand ils ont fini de parler, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont voulu dire. Et j'ai retenu aussi à la fin l'intérêt et le sens du bien commun, parce que c'est ce qui se joue dans une élection présidentielle. On choisit la personne qui incarne le bien commun et qui cherchera à mener la politique qui servira à tout le monde. Pas à des intérêts particuliers, pas à des intérêts associatifs, pas à des intérêts communautaristes au sens où on l'entend aujourd'hui, mais les intérêts d'une seule communauté qui est la communauté française. La priorité, c'est de redresser la France, parce que la France,
elle n'est pas en très bonne situation, elle va pas très très bien. Elle a des atouts formidables, mais il faut qu'elle soit redressée, il faut que sa place dans le monde soit reconnue, et il y a beaucoup à faire. Alors, on y va. Alors, Christophe, je crois que tu as les timbres de voix, ou je les rappelle. Oui. Alors, j'aurais peut-être donné la parole en premier lieu à Magali Cauchois, donc qui est la représentante, voilà, de Madame Nathalie Arthaud, d'ailleurs qu'on a vu ce matin à la télé passer son entretien d'embauche. Que propose concrètement Lutte ouvrière pour D'abord, on réagit sur la phrase. la réaction par rapport au texte, pardon, Magali Cauchois. Oui. Voilà. Monsieur Lochou. Oh, monsieur Lochou, derrière. Allez-y Magali, pour réagir Alors donc moi, au je texte. voudrais dire que Nathalie Arthaud, elle est sans doute la seule candidate à ne pas dire « votez pour moi et je vais changer votre vie ». Parce que ça, c'est pas vrai. Parce que c'est pas comme ça que les choses se passent. Alors nous, et Nathalie Arthaud, elle se présente pour faire entendre les exigences des travailleurs. Des exigences d'un vrai travail et d'un vrai salaire. Si vous permettez, et justement, par rapport à l'ego, c'est ça la grande différence. Hein, c'est vraiment ça la grande différence. Nous, on veut faire entendre les exigences de l'ensemble des travailleurs et ces exigences à vivre correctement avec un vrai travail et un vrai salaire. Et il reste, oui, monsieur. Oui, tout simplement. Je vais pas faire de la psychanalyse à deux balles sur les candidats. On a un psychanalyste en face, donc on va le faire à la fin. Ici. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que la première chose à faire, pour être dans le concret, en réaction à cette... Oui, c'est que le candidat élu devra faire une loi sur la moralisation de la vie publique. Je pense que ça répond un peu à cette histoire d'ego, à cette histoire aujourd'hui d'attaque des politiques généralement. Et Benoît Hamon veut, comme première loi de la nouvelle Assemblée, une loi sur la moralisation de la vie publique, parce que on en a bien besoin pour réussir à ramener les électeurs vers les élus. Alors, merci pour ce commentaire de ce beau texte. Non, mais ça, je veille, parce que comme il y a deux représentants d'un même candidat, je vais essayer de faire de l'équilibre pour qu'on ne dise pas nous allons voter pour un tel ou contre un tel. Donc, nous y avançons tranquillement. Oui, mais la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Là, ce que je vous propose, cher Christophe, c'est de commencer par la première partie du débat. Oui. Il y aura 3 thèmes. Donc, on va commencer par le premier thème. J'allais dire le thème central pour l'écrasante majorité des auditeurs de la radio et des citoyens de ce pays, c'est le chômage. Le chômage, en effet, le chômage qui ne cesse d'augmenter d'année en année, de gouvernement en gouvernement. Personne n'a encore trouvé et de quoi régler cette problématique qui est un problème récurrent aujourd'hui dans ce pays, qui est la France, le chômage. Magali Cauchois, est-ce qu'il y a pour Lutte ouvrière, en tout cas, une proposition intéressante pour venir à bout justement de ce chômage, pour essayer en tout cas de stopper l'hémorragie en quelque sorte? Ben oui, moi je pense que la première chose à faire, en effet, c'est stopper l'hémorragie, c'est-à-dire interdire les licenciements. On voit aujourd'hui que les grandes entreprises gagnent des milliards. Les entreprises du CAC 40 ont distribué des bénéfices à leurs actionnaires qui se comptent en milliards. Et pendant ce temps-là, il y a un nombre de chômeurs qui continue à augmenter, un nombre de précaires qui continue à augmenter. Est-ce que c'est pas un peu utopique de dire interdire les licenciements aujourd'hui? Écoutez, ce qui est utopique, c'est que depuis des années et des années, on leur distribue de l'argent, on leur allège leurs charges, etc., etc. Ils prennent le fric et ils embauchent pas. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'il faudra imposer. Ça viendra pas d'en haut, ça viendra pas des gouvernements. Mais nous, les travailleurs, l'ensemble des travailleurs, on fait tout tourner, on fait tout marcher. Et c'est avec cette force-là qu'on pourra les obliger à répartir le travail entre tout le monde. Tout le monde a besoin d'un vrai salaire et d'un vrai travail. Merci, et nous avons un compteur qui tourne pour les minutes. Nous on va les quitter un peu. Oui, tout à fait. Nous n'essayons pas de faire quelque chose d'idéal, mais nous essayons de faire quelque chose d'équilibré entre les uns et les autres. L'essentiel, c'est que les auditeurs du Havre aient droit à une émission pour leurs représentants sur place et ne se contentent pas de ce que certains appellent le parisianisme, même si nous-mêmes nous sommes parisianistes malgré nous. Alors on va passer donc pour la représentante du Parti communiste au titre de M. Mélenchon.
Des emplois à créer, il y en a dans la fonction publique. Quand on voit, et Mélenchon le propose, c'est 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale. Et c'est pas, par exemple, le candidat Fillon qui veut supprimer encore 150 milliards dans les budgets qui va faire en sorte de créer des emplois. Lui, il est plus pour donner des cadeaux aux patrons qu'on a déjà eu. On voit depuis des dizaines et des dizaines d'années ce que ça donne. Résultat du compte, on nous promet des emplois, on n'en a pas aujourd'hui, et alors qu'on en a besoin. On en a besoin à la Poste, on en a besoin aujourd'hui là sur le Havre. On est en train de fermer des bureaux de poste, de réduire les horaires aux usagers. Eh bien, des emplois, on peut les trouver. Après, vous allez me dire comment on les finance. Eh bien, pour les financer, on peut taxer ce qu'on appelle le grand capital, mais c'est pas un grand mot parce qu'aujourd'hui tout le monde a peur de Mélenchon parce qu'il commence à monter et il peut arriver au deuxième tour. Je crois que la réalité elle est là. La réalité c'est le partage des richesses, et partager ces richesses aujourd'hui c'est pour donner des emplois demain. Merci. Alors comme nous avons la chance d'avoir des intervenants très sages qui ne se coupent pas comme on voit à la télé, on va passer donc au représentant de M. Fillon pour les 150 milliards. Pour les 150 milliards, si j'ai bien compris de chiffres, et 500 000 fonctionnaires de mois. Et sa proposition sur le chômage aussi. Oui, sur comment, selon Fillon, régler le problème du chômage. Voilà. Oui, bien sûr. Avant de partager les richesses, il faut créer de la richesse. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sont les entreprises qui créent de la richesse et qui créent aussi les emplois. Ceux qui laissent entendre que l'État peut encore créer des emplois, embaucher des fonctionnaires, recruter des fonctionnaires, ils mentent. On a 5,5 millions de fonctionnaires en France, c'est beaucoup plus que les pays voisins rapportés au nombre d'habitants. Et donc, François Fillon propose en effet de réduire le nombre de postes de fonctionnaires et de libérer les énergies associatives des entreprises qui, elles, peuvent créer des emplois, et que ces emplois sont des emplois durables, sont des emplois réels et qui permettront de lutter contre le chômage. Voilà comment on peut faire pour créer des emplois, mais sûrement pas en augmentant encore la charge sur les entreprises, la charge sur les particuliers, parce que l'emploi public sont les Français qui les payent par leurs impôts et les entreprises qui les payent par leurs impôts. Marc Migraine, peut-être du côté du mouvement En Marche, quelles sont vos propositions justement pour revenir à bout de ce chômage ? J'aimerais bien partir d'abord sur un postulat d'un économiste français, Jean-Baptiste Say, qui disait « l'offre crée sa propre demande ». Donc il est vrai, faut passer par l'entreprise pour pouvoir avoir de l'emploi. C'est ce que nous proposons déjà avec un CICE élargi à toutes les entreprises pour qu'elles puissent notamment embaucher et investir, mais également, il faut également penser aux salariés, aux employés. C'est pour ça que nous voulons mettre tout le monde au même niveau avec un régime assurantiel généralisé. C'est-à-dire que nous supprimerons le RSI et les entrepreneurs seront adossés au régime généralisé. Ensuite, il faut également penser à l'avenir, parce que il faut pas penser au terme uniquement d'un quinquennat, c'est-à-dire de 5 ans, mais plus loin. Et c'est pour ça que nous voulons également mettre en place des investissements. Certes, c'est une dépense, mais c'est une dépense qui va rapporter, notamment avec l'économie verte. Le Havre est quand même un très bon exemple. Ou également l'économie bleue que soutient notamment Jean-Luc Mélenchon. Le représentant de M. Benoît Hamon, Laurent Lejeune, donc pour la proposition. Moi, hormis le fait que Benoît Hamon s'est fait remarquer avec son revenu universel, c'était donc la grande proposition des primaires qu'il a ensuite un petit peu accéléré ou plutôt modifié en quelque sorte pour cette présidentielle. Quelle est concrètement la proposition du Parti socialiste, du candidat Hamon, pour venir à bout de ce chômage ? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, très concrètement, c'est la reliance par l'offre qu'il faut le faire, et notamment grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat. Les entreprises, elles fonctionnent parce que les gens achètent. Et à partir du moment où les gens n'ont pas les moyens de le faire, et bien automatiquement les entreprises ont du mal à fonctionner. Et donc, vous venez d'en parler, le revenu universel d'existence, c'est justement redonner du pouvoir d'achat à tout le monde. La proposition de Benoît Hamon est que dès 2018, il y ait 19 millions de personnes qui puissent profiter de cette relance par le pouvoir d'achat, et donc du coup permettre à ces gens de consommer, parce qu'on sait que les gens qui sont aujourd'hui dans une situation compliquée, quand ils ont de l'argent, ils consomment pour pouvoir vivre mieux. Donc je pense que c'est aujourd'hui le nouveau pilier de la sécurité sociale, et le revenu universel d'existence est quelque chose de fondamental pour faire en sorte que cette société continue à agir. Et je pense aussi que la transition écologique et la transition verte, les emplois sont quelque chose d'important, et c'est pour ça qu'il y a rapporté auprès de l'Europe un projet de 1 000 milliards d'investissements
sur 5 ans pour pouvoir réussir à relancer l'économie de la transition écologique. Alors, on a parlé donc des propositions sur le chômage. Maintenant, j'aimerais poser une petite question, Tarek, si vous permettez, sur le fait de comment empêcher aussi ce phénomène qui est important et qu'on constate, c'est d'empêcher les entreprises de quitter le pays pour aller la délocalisation des entreprises qui quittent pour des raisons diverses, notamment pour des raisons de charges qui sont trop élevées visiblement d'après les entrepreneurs. Est-ce que c'est une raison aussi qui ferait que si on arrive à garder les entreprises ici en France, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'emplois, peut-être qu'il y aurait un peu plus de besoins au niveau des entreprises. Comment empêcher, je vais poser la question peut-être en premier lieu au représentant de Monsieur Fillon, empêcher les entreprises de quitter le territoire? Bon, d'abord, ça existe, il y a eu des délocalisations. Il y en a eu, il y en a pas eu, il y en a eu beaucoup, mais il y a un mouvement aujourd'hui qui est un mouvement, me semble-t-il, de ralentissement de ce phénomène et parfois même de retour d'entreprises en France. La condition pour que les entreprises et les industries puissent rester en France et se développer en France, c'est qu'il faut qu'elles soient innovantes. Voilà. Si elles font des choses, si on fait des choses dans les industries qui peuvent être faites ailleurs, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, pour un coût bien moins élevé, alors c'est dangereux, c'est risqué. Mais si on est capable d'innover, c'est-à-dire de mettre un niveau de recherche, de développement, d'innovation dans les industries françaises, alors elles n'ont aucune raison de partir, parce que c'est un savoir-faire, c'est des compétences de main-d'œuvre qui sont en France et qui sont attachées à la France. Et donc, il faut que nos entreprises innovent. Pour ça, il faut les aider à innover. Et c'est la garantie de leur maintien sur le territoire français. Le représentant de Benoît Hamon, que pense justement pour empêcher les entreprises de quitter le territoire, les faire se développer ici, peut-être baisser la masse salariale, la masse de charges qui est importante pour les entreprises. Aujourd'hui, ça monte et les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, ont du mal à faire face à toutes ces charges. Oui, je pense qu'en effet, c'est sur les TPE et sur les petites entreprises qu'il faut éventuellement continuer à faire les baisses de charges, à condition qu'elles continuent à embaucher. Je crois qu'il faut complètement revoir le CICE, arrêter de l'envoyer sur les grandes entreprises qui, elles, ont parfaitement la possibilité de rester, si elles le désirent, sur ce territoire. C'est pas les charges aujourd'hui qui leur fait choisir l'endroit où ils implantent leurs entreprises. Par contre, je pense qu'il faut baisser les charges sur les TPE parce que c'est ça qui aujourd'hui crée de l'emploi. Et puis aussi une proposition, il faut que le public investisse, 70 milliards d'euros est investi par le public tous les ans, et donc du coup faire en sorte que dans les marchés publics, 50% soient réservés aux entreprises locales. Ça permettra en effet à ces entreprises de continuer à se développer. Alors Magali Cauchois, hormis le fait d'interdire les licenciements, comment empêcher les entreprises de quitter le territoire? Et on s'approche de la pub. Oui, vous inquiétez pas, je veille. Alors, en fait, moi je pense, comme le reste, que l'économie, elle est dominée par les besoins des capitalistes, par leurs besoins de rentabilité, etc. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est si ça va leur rapporter ou pas. Et donc leur problème, c'est pas de savoir si ça. Pour eux, ils cherchent pas à savoir s'ils embauchent ou s'ils embauchent pas. Et les choses, en fait, elles se posent entre les travailleurs qui doivent défendre leur vie, leur salaire, leurs conditions de vie, parce qu'aujourd'hui le chômage, comme on disait tout à l'heure, c'est un phénomène de masse qui touche tout le monde. Donc, notre problème à nous, travailleurs, c'est de savoir comment préserver notre emploi. Et eux, la façon dont ils font leur argent, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment nous, on va pouvoir vivre. Et ça, c'est un problème de rapport de force. De rapport de force entre les travailleurs qui font tout tourner, qui font tout fonctionner, et les capitalistes qui finalement ne récupèrent que les bénéfices d'une activité dont ils sont pas à l'origine, qui n'ont pas donné leur intelligence, leur fatigue, etc. Et puis, je voudrais rebondir sur les PME, parce que souvent on parle des PME et les pauvres petites PME. Vous savez, les PME, le plus souvent, c'est pas les charges qui les écrasent, c'est les banques, c'est leurs prêts, c'est leurs donneurs d'ordre, c'est les plus grosses entreprises au-dessus. Donc, on a distribué à fonds perdu des milliards et des milliards depuis combien d'années, et il y a combien de millions de chômeurs en plus? Voilà. Marc Migraine, du mouvement En Marche. Éric Roquelin. D'accord.
Éric Roquelin. Il est vrai, il faut déjà faire une différence entre délocalisation et externalisation. Il est vrai, depuis les années 80, il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans l'industrie, si on remonte notamment en Alsace ou en Lorraine, qui ont été délocalisées. Pourquoi elles ont été délocalisées ? Tout simplement parce que pour moins cher, certains pays pouvaient produire plus et mieux. C'est pour ça que nous sommes allés. Je dis pas là que je suis pour la délocalisation, mais il faut comprendre également l'enjeu d'aujourd'hui. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on se dise, c'est la croissance inclusive qui a été notamment inscrit lors du traité de Lisbonne dans les années 2000. Ce qu'il faut faire, et ça c'est ce que Emmanuel Macron veut faire, c'est 15 milliards pour la formation. Je pense que ça passera, notamment la relocalisation, notamment la réindustrialisation et aussi l'innovation de notre tissu économique passe par la croissance inclusive, c'est-à-dire donner les moyens à toutes et à tous de pouvoir monter en compétences pour pouvoir attirer notamment des startups, être des leaders notamment dans la transition écologique. Et c'est pour ça que nous prévoyons un plan de 15 milliards pour pouvoir faire en sorte qu'on ne soit plus sur de la formation courte, mais sur de la formation longue allant jusqu'à 3 ans. C'est énorme, c'est inédit, ça n'a jamais été fait en France. La France Insoumise, représentée par Gérald Maniab, donc, qui est avec nous pour les propositions aussi sur le chômage. Je sais que c'est une partie importante du programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est forcément une partie importante du programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois qu'il faut changer un peu de paradigme là. Enfin, il y a un problème, Monsieur Yacine, par rapport à ce que vous disiez. Je suis pas d'accord. Les autres pays sont capables d'être innovants aussi. Et si on compte que sur l'innovation pour être en concurrence avec les autres pays, voilà, on rentre dans le même système, voilà, et en général les mêmes problèmes. Effectivement, je crois que les délocalisations ont baissé, mais il y a une autre solution, c'est la main d'œuvre détachée. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif des capitalistes, effectivement, c'est de baisser le coût de la main d'œuvre et maintenant de le faire dans nos pays et de mettre en concurrence les salariés de tous les pays. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir revoir complètement. Donc, il faut changer de paradigme dans le sens où qu'est-ce qu'on attend de notre société de demain ? Est-ce qu'on va continuer à aller tous bosser parce qu'il faut avoir un emploi ? Ou est-ce qu'on peut pas réduire le temps de travail et réfléchir là-dessus ? Je vous rappelle que dans les années 70, il y avait 17 000 personnes dans l'usine Renault-Sandouville là, pour fabriquer des voitures. Actuellement, on est à 1000 personnes. Pourquoi ? À peu près, on est quand même passé de 10 000 vers 1000, quoi. Bon, même 3000, mais on n'est plus à 17 000. Pourquoi ? Parce que les machines ont permis de faire évoluer les choses. Le problème, c'est que la production de ces machines, de manière financière, est partie dans les poches des capitalistes, au lieu d'être redistribuée. Il est là le fond du problème. Il faut qu'on réfléchisse, effectivement, à une autre société. La société de demain, c'est une société où on doit bien vivre. Et tous, on doit bien vivre. Et on doit tous se mettre à la tâche pour que chacun d'entre nous puisse vivre correctement dans cette France. On va partir du côté de M. Hamon et cette question de taxation justement de ces machines, donc de ces robots. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'en avançant dans la campagne, la réflexion, j'allais dire, change ? Non, il y a d'abord la taxation des superdividendes des banques, on en a parlé tout à l'heure, je suis assez d'accord avec Madame Cauchois, je crois que les banques aujourd'hui sont celles qui serrent la vis aux entreprises et que elles ont fait 25 milliards de dividendes, nos banques, cette année. Donc les taxer pour pouvoir réinvestir ça dans des baisses de charges des entreprises est quelque chose d'important. La taxation des robots, oui, bien sûr. D'ailleurs, Benoît Hamon, c'est pas lui qui a innové là-dessus, c'est Bill Gates qui le propose. On peut pas dire que ce soit quelqu'un de gauche, et donc objectivement, il le propose. Pourquoi ? Parce que c'est en effet aujourd'hui, lorsqu'on innove, il faut pas être contre l'innovation, il faut être pour l'innovation. Mais à partir du moment où il y a des emplois qui disparaissent et d'autres qui se créent, il faut avoir les moyens de pouvoir former les gens pour pouvoir aller sur les nouveaux métiers, et que le fait de taxer des robots qui remplacent des gens, au moins des charges sociales, est quelque chose d'intéressant pour l'avenir. Alors, Tarek Mami, on va aller du côté de Paris pour une page de pub et je propose qu'on change de registre, de débat pour aborder la deuxième partie absolument. On va parler un peu de vivre ensemble, un peu de social, un peu d'islamophobie aussi. Un petit peu, oui. Un petit peu aussi, beaucoup même. Avec vous, chers amis, donc auditeurs, auditrices, en direct du Havre, de cette belle librairie, Les Yeux d'Elsa, en 115 direct. 115 cours de la République. Et on vous y attend évidemment si vous êtes du côté du Havre, là vous sortez peut-être du travail, venez nous rejoindre, on vous y attend avec grand plaisir pour vous accueillir ici où nous sommes installés présents, où le débat de cette présidentielle a lieu avec les différents représentants. À vous, Medjahed, on est de retour très vite.
France Maghreb 2. Et de retour sur France Maghreb 2 en direct du Havre de la librairie Les Yeux d'Elsa avec toute l'équipe de France Maghreb 2 et Tarek Mami, Christophe aussi surtout pour l'émission Le Grand Forum en direct. Rebonjour Christophe. Merci. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en direct effectivement de la librairie Les Yeux d'Elsa au 115 cours de la République au Havre où nous sommes en compagnie pour parler de cette présidentielle qui approche à grands pas. On est à J-11 maintenant de ce premier tour de cette élection présidentielle qui nous réserve d'ailleurs visiblement des surprises puisque personne autour de cette table n'est capable de dire aujourd'hui qui sera élu le 7 mai prochain tellement il y a beaucoup d'incertitudes. Pour en parler, évoquer les différents sujets qui nous intéressent aujourd'hui, Éric Requin qui représente Emmanuel Macron du mouvement En Marche, Gérald Maniap qui représente la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, Laurent Logio qui représente le candidat Benoît Hamon et Jean-Baptiste Gastine qui représente bien sûr Monsieur Fillon. Magali Cauchois qui représente donc la candidate Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière et Nathalie Nel qui est aussi communiste et qui représente aussi Jean-Luc Mélenchon. Les candidats de Monsieur Mélenchon sont venus en force aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant dans cette deuxième partie la partie du vivre ensemble, tout ce qui est social, notamment Monsieur Éric Coquelin du mouvement En Marche. Que propose Emmanuel Macron pour remettre un peu, j'allais dire, non pas d'ordre ni d'équilibre, mais remettre un certain vivre ensemble qui a quelque peu disparu. On constate au quotidien qu'il y a un certain mal-être chez certaines personnes se sentant exclues un peu de la société française. On le rappelle quand même le pays des droits de l'homme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a certaines populations, certaines catégories de cette population qui se sentent un petit peu exclues. Alors comment faire pour remettre un peu de vivre ensemble dans ce pays, dans ce beau pays, pour qu'on puisse vivre tous ensemble avec nos différences? Alors, pour le vivre ensemble, nous avons deux visions, à la fois au niveau de l'État, mais également au niveau des collectivités territoriales. Ça, c'est très important. C'est pour ça que Macron l'a dit dans son livre, par exemple, Révolution, il veut donner plus d'autonomie aux collectivités territoriales pour déjà dynamiser les territoires. Et ça passe notamment par la santé, essayant de dynamiser les pôles de santé. Ensuite, il faudra également dynamiser la vie sociale, le tissu. C'est pour ça que nous essayons également de favoriser la culture, avec un accès à la culture dès 18 ans, avec un pass culture qui sera de l'ordre de 500 € et notamment financé par les GAFA, toutes ces grandes entreprises du numérique. Et enfin, au niveau de l'État, il faudra également donner de la cohésion, notamment avec l'obtention de la nationalité. Le français sera un critère pour avoir la nationalité. Et enfin, il essaiera de ne pas revenir sur toutes les décisions et essayer de promouvoir l'université à travers des pôles d'attractivité et également d'innovation. Et voilà. Laurent Logio du Parti Socialiste, représentant du candidat Benoît Hamon, le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important pour le candidat Benoît Hamon. Oui, je pense que les origines de Benoît et l'endroit où il est député fait que il est relativement conscient, et nous sommes tous, des discriminations qui ont lieu aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut créer un corps d'inspecteurs pour lutter contre les discriminations, un peu comme les inspecteurs du travail, parce que c'est quelque chose d'important, les discriminations liées au sexe, liées à la couleur de peau, par exemple, qui existent aujourd'hui. Je crois que c'est aussi important de faire une loi de programmation sur la sécurité intérieure pour donner en même temps des moyens supplémentaires à la police, mais aussi il veut tester sur 5 départements le fait qu'il puisse y avoir un récépissé sur les contrôles pour justement redonner dans le bien vivre ensemble une image de la police qui soit différente de celle d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi agir pour faire en sorte que tous les quartiers aujourd'hui soient reconnus en mettant des investissements nécessaires, notamment au niveau de l'éducation, dans les zones d'éducation prioritaire. En quoi Jean-Baptiste Gastine, le candidat François Fillon, apporte de la nouveauté ou un certain confort dans ce vivre ensemble dans ce pays? Bon, ce qu'on appelle le vivre ensemble, en fait, c'est quoi? C'est comment faire en sorte qu'on vive bien tous, oui, qu'on s'accepte tous, qu'on se respecte tous, quelles que soient nos origines, nos milieux professionnels, nos milieux sociaux, nos croyances, les quartiers ou les régions dans lesquelles on habite. Et c'est un sujet évidemment fondamental parce que derrière ça, c'est l'unité de la nation française qui se joue. Et la France, c'est une nation qui s'est construite sur la cohésion, sur l'unité. Et certains de nos concitoyens ont l'impression que ça, c'est quelque chose qui est menacé aujourd'hui. Donc, il faut retrouver ça.
et c'est effectivement majeur pour l'avenir de la France. Ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation qui se joue dans les familles, l'éducation au respect de l'autre, et ça commence dans les familles, et ça passe évidemment beaucoup aussi par l'école, par l'éducation nationale, qui doit être le lieu de la formation de la citoyenneté, le lieu de l'ouverture aux autres, et on ne peut pas dire que tout ça fonctionne très bien depuis quelques décennies dans d'autres pays, et donc il faut sans doute revoir de manière assez forte la manière dont l'éducation nationale répond à cet objectif de la formation de citoyens égaux, parce que c'est quelque chose qui est majeur pour l'avenir de notre pays. Magali Cauchois de Lutte ouvrière, le vivre ensemble, que représente le vivre ensemble pour la candidate Nathalie Arthaud, pour votre parti, Lutte ouvrière? Évidemment, pour moi, ça me paraît absolument essentiel parce que nous, on vit, les travailleurs, on vit dans les mêmes quartiers, on vit dans les mêmes immeubles, on travaille ensemble. Il me paraît absolument indispensable, si on veut essayer de vivre mieux et de se défendre, qu'on soit tous là. Tous. Qu'on soit français, qu'on soit pas français, qu'on soit français d'origine quelque chose ou d'origine je ne sais quoi, c'est pas ça qui compte, c'est qu'on soit tous là. Parce que moi je pense quand même que la société, elle est d'abord divisée en classes sociales, pas en religion, pas en ethnie, pas en je ne sais quoi, pas en nation, mais en classe sociale. Et moi mes liens, ils vont à mon voisin, à mon camarade de travail, à ma voisine, à ma copine, peu importe de savoir d'où elle vient et ce qu'elle pense de la religion ou d'autres choses. Mais je voudrais revenir aussi sur une chose. Je voudrais revenir aussi sur autre chose, c'est que on peut parler de bien-être ensemble, de bien vivre ensemble. On ne peut pas dire des choses sérieuses si on ne parle pas de la dégradation des cités, si on ne parle pas de la misère, si on ne parle pas du chômage, de la dégradation des écoles et des collèges, du manque de profs, du manque de services publics dans les quartiers populaires. Et sinon, c'est vraiment dire les choses en l'air, quoi. Gérald Maniab, donc représentant de Jean-Luc Mélenchon, du mouvement La France Insoumise, le vivre ensemble. Quelle est un petit peu votre proposition dans ce domaine? Alors, Gérald Maniab donne le micro à Nathalie Naille. Très élégant. Voilà, c'est la parité. Et avec Jean-Luc Mélenchon, on y est attaché. Jean-Luc Mélenchon disait en conclusion du débat, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour lui et pour nous, c'est plus qu'une devise, c'est une feuille de route. Et ça, j'y crois beaucoup. Moi, quand je me suis engagée, c'est justement pour ce vivre ensemble, pour faire vivre ce vivre ensemble et contre ce mal-être qu'on vit tous les jours quand on habite dans les quartiers populaires. Sauf que aujourd'hui, quand j'entends la droite, Macron, qui est à mettre dans le même sac, qui sur les années précédentes on réduit les budgets de la culture, des associations, parce qu'au Havre, on voit ce qui est fait au niveau des associations régulièrement, tous les mois, les budgets des associations sont en baisse. Eh bien, j'imagine pas comment on peut mettre du vivre ensemble dans une société quand on réduit ces budgets aux associations qui sont les acteurs du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi les services publics dans nos sociétés. Aujourd'hui, que ce soit le gouvernement socialiste, Macron avec, ou la droite, ils ont mis à sac les services publics. Les services publics, c'est aussi le service du logement, parce que vivre ensemble et bien vivre dans notre société, c'est pouvoir se loger dignement, correctement, avoir des logements de qualité. Aujourd'hui, ça, tout le monde n'y a pas le droit dans cette société. C'est aussi l'école. Alors, le candidat de droite disait oui, il faut l'école, mais dans le même temps, il propose de réduire les postes, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Aujourd'hui, au Havre, on a fermé un collège, on ferme des écoles, pas des classes, des écoles. Et après, on va dire qu'il faut mettre les moyens à l'école. Il faut être un peu cohérent dans cette société. Et moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon, le projet qu'il a pour vivre ensemble, ça lui tient à cœur, ça nous tient à cœur, et je crois que là-dessus, on peut comparer. Merci. On est prêt. Christophe, on viendra dans quelques minutes sur la question de l'islamophobie d'une manière particulière. Mais là, je voulais, messieurs, comme la citation qui a été faite tout à l'heure par monsieur Mostafa Meslam, vous poser une question concrète sur un citoyen. Alors, ceci m'appelait si on peut utiliser à son égard le mot citoyen, sur une personne qui est née en Havre, qui a eu donc sa nationalité française, et puis qui se retrouve devant une difficulté administrative du fait qu'il soit né donc de parents algériens, et que les parents n'auraient pas fait, quand lui il était mineur, donc pas responsable, la fameuse déclaration comme quoi on veut bien rester français. Mohamed, est-ce que vous pouvez donc nous lire votre texte en allant à l'essentiel pour faire réagir les représentants des partis, pour dire si leur candidat
demain était au pouvoir, est-ce que ce genre d'absurdité peut encore avoir sa place en France? Mohamed. Oui, bonjour. Je voulais déjà rectifier. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Christophe. Je voulais rectifier justement. Je suis né de parents français parce qu'à l'époque, c'était un département français. Oui. Donc, je suis bien né d'un parent à l'époque, enfin, qui était français, donc qui est français. Donc voilà. Donc après 60 ans de vie au Havre, je me retrouve du jour au lendemain privé de ma carte d'identité, de ma nationalité, au motif que mon père n'aurait pas entre 64 et 67 souscrit à une déclaration recognitive. Une déclaration recognitive qui n'a pas qui n'a pas été bien distribuée, enfin n'ont pas informé la population à l'époque. Et de deux, moi je trouve que cette déclaration recognitive, elle fait un amalgame entre nationalité et religion. Parce qu'en fait, fallait se défaire d'un statut du droit local. Parce que en fait, à l'époque, il y avait deux statuts, le statut du droit local et le statut du droit commun. Le statut du droit local était attitré aux Français indigènes musulmans, donc qui était régi par le code coranique, le code musulman, et le code, le statut du droit commun était en fait. Donc en deux mots, vous êtes né français, et votre père n'a pas fait une démarche administrative dont peut-être il n'avait pas connaissance, donc, et vous vous retrouvez sans carte d'identité nationale française. Sans carte d'identité à cause d'une ordonnance, l'ordonnance du 21 juillet 62, qui est contraire à la Constitution, puisque on peut pas déchoir une personne de la nationalité, mais on enlève quand même la nationalité. C'est contraire à la Constitution. On va refaire donc un tour pour dire est-ce que cette situation humaine est normale? C'est un cas particulier quand même. Oui. Et est-ce que chacun de vous prend l'engagement de toucher un petit mot à son candidat pour dire demain, si vous êtes président, est-ce que ce genre de situation peut se perpétuer? On va peut-être commencer par le Parti socialiste. Monsieur Laurent Logio. Je pense que pour avoir rencontré Mohamed assez souvent, parce qu'il a quand même fait de nombreuses démarches auprès de nombreuses personnes, on peut pas dire qu'il n'est pas, quand il a une idée en tête, qu'il n'arrive pas jusqu'au bout des choses. Il est clair que aujourd'hui... Moi, je souhaiterais inverser la question. C'est pas quand lui il a une idée, il ne lâche pas. C'est que nous sortons de 5 ans de socialisme ou de hollandisme, est-ce que les différentes personnes qu'il a rencontrées au Parti socialiste ne pouvaient pas dire, y compris la fameuse phrase, bon, on va faire une exception, celui-là, il va passer à travers les mailles du filet. Est-ce que c'est normal? Écoutez, dire que c'est normal, non. Ceci étant, on est dans une société de droit et malheureusement, l'objet derrière, c'est d'aller devant les tribunaux et de faire reconnaître ses droits. Ou ce qui a été proposé, je pense, c'est de recommencer la procédure, ce qui est absolument anormal, mais qui est aujourd'hui la seule solution juridique. Alors, en effet, c'est anormal. Et c'est un cas tellement particulier que est-ce qu'on peut faire une loi uniquement pour un cas particulier? Honnêtement, je ne peux pas répondre. En marche, parce qu'il a 20 ans. Toutes ces lois ont été adoptées quand il n'était pas encore là, pour faire simple. Est-ce qu'aujourd'hui... Non, mais vous inquiétez pas. Est-ce que pour quelqu'un qui a 20 ans et qui écoute ce genre de discours aujourd'hui, vu que M. Macron veut vendre du pragmatisme, du réalisme, est-ce que ce genre de situation, vous trouvez ça normal, vous? Moi déjà je comprends très bien son cas parce que j'ai le même cas, j'essaie de chercher ma seconde nationalité, donc je comprends tout à fait ce qu'il veut. En tout cas avec Macron, on a dit que c'était le pragmatisme, et le pragmatisme ça passe également par l'exercice de la fonction publique. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une fonction publique qui applique stricto sensus les ordonnances ou les trucs du journal officiel. Au contraire, on est plutôt dans une fonction publique de la compréhension et surtout de la prévention. C'est pour ça que dans son cas très particulier, je pense, et là je prends l'engagement au niveau d'En Marche et mon engagement personnel, qu'on pourra essayer d'y remédier parce que c'est tout simplement ahurissant. Il a vécu sur le sol français pendant 60 ans, il a contribué comme tout le monde sur le sol français, il a payé ses impôts en France, il maîtrise très bien le français, alors on verrait pas pourquoi soudainement il serait déchu de sa nationalité française. Alors une petite précision, il pourra pas voter pour vous dimanche prochain. Hein? Ah non, c'est pas du clotisme électoral, je suis pas candidat d'élection comme certains. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça ce qu'on veut essayer, et actuellement, et si on n'est pas au second tour, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un recours au niveau de la Cour européenne.
C'est le seul truc. Et je pense que vous connaissez très bien les démarches. Ok. Oui. Bon, monsieur Nathalie. Allez-y, oui. Oui, c'est le cas de Mohamed, je le connais bien et j'en connais d'autres pour avoir travaillé aux côtés de Daniel Paul sur la problématique, sur ces problématiques-là. Et le cas de Mohamed, il est tout simplement scandaleux. Il y a aussi un pouvoir discrétionnaire du préfet. Si j'avais été député, j'aurais emmené Mohamed à l'Assemblée nationale et j'aurais fait du bruit. On aurait fait du bruit pour qu'il soit régularisé. Parce que sa situation, il est français. Il est français au départ. Aujourd'hui, il a plus de boulot. Il peut plus partir en vacances. Il n'a pas de travail. Il est dans un dénuement le plus complet à cause d'une situation administrative. C'est scandaleux. Ce qu'il faut savoir aussi, dans les scandales en cours, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir la nationalité française, il faut avoir le SMIC. Excusez-moi, mais quand on lit les conditions pour être français à des conditions de ressources, c'est aussi un scandale et il va falloir le régler. Alors, Magali peut-être, Magali non, mais, on va prendre donc pour le représentant de Monsieur Fillon. Jean-Baptiste Gastine. Oui, Monsieur Gastine. Oui, c'est moi. Non, mais moi, je connais pas bien le cas pas, non, mais je veux dire, je résume la question à l'envers. Vous avez été au pouvoir pendant 5 ans. Mohamed se bat depuis plus de voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'administration, l'homme politique, le député ne doit pas regarder et respecter la loi et en même temps dit cette situation humaine, la loi l'a un peu déformée et donc on peut politiquement prendre des décisions régaliennes. On voit bien des gens qui reçoivent des titres d'inspecteurs de l'éducation nationale pour lesquels la commission dit ces gens-là ne méritent pas parce qu'ils sont pas compétents et le président de la République signe. Donc, est-ce que cette situation humaine est aujourd'hui acceptable pour vous aujourd'hui, en tant que, j'allais dire, même comme citoyen? On va oublier les candidatures, on va oublier M. Fillon, on va oublier tout le monde. Cette situation ne me paraît pas acceptable parce que monsieur est né français et plusieurs décennies après sa naissance, il ne réussit pas à faire valoir sa nationalité française. Et il ne réussit pas à réintégrer la nationalité française que d'une certaine manière, il n'aurait jamais dû quitter. Monsieur parle un français remarquable, il est totalement intégré à la société française, donc on est dans une situation totalement ubuesque, particulière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas, d'autres cas qui sont dans la même situation que la vôtre. Maintenant, il y a des règles, il y a un état de droit en France, il faut le respecter. Je ne sais pas s'il faut aller gueuler. Il y avait un député communiste au Havre il y a que 5 ans finalement, donc il pouvait faire le travail aussi à ce moment-là. Mais visiblement, c'est sûrement une situation un peu compliquée. Mais encore une fois, si ça tenait qu'à moi, je vous vois, je sais que j'ai compris votre situation, je vous entends parler. Je vois pas ce qui pourrait empêcher. On va aller à part le droit, mais c'est quand même. On va aller chez Madame Cauchois. Voilà. Et je vais peut-être faire une suggestion. Mohamed, comme donc Monsieur Gastine ne connaît pas votre cas particulier, alors que manifestement les autres candidats le connaissent. Bon, vous êtes trop jeune, mon ami, à 20 ans, donc vous avez pris en considération. Ce que je peux vous suggérer, c'est de prendre contact avec Monsieur Gastine, qui aujourd'hui donc est à la mairie, ne serait-ce que pour que le cas soit connu par tous les partis politiques sur la ville et par tous les candidats. Madame Cauchois. Moi, je voudrais juste rajouter que, quand même, Mohamed, depuis plus de 5 ans, il a tapé à la porte de tous les politiques de la ville et même au-delà, et même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Il a fait toutes les démarches possibles et imaginables, et que c'est quand même un peu une blague. Le Parti socialiste, il était au pouvoir. Il fait aujourd'hui, et Monsieur Macron, il était au pouvoir, et ils font aujourd'hui un certain nombre de promesses. Et moi, je pense que le gouvernement socialiste et le gouvernement précédent, ils traitent les migrants, les immigrés d'une façon absolument indigne. Moi, ça me met hors de moi de voir la façon dont on traite les gens qui fuient la guerre et la misère et qui se retrouvent aujourd'hui comme des chiens, comme des moins que rien à la rue. Et je continue. Et pour moi, c'est la même chose. On a la moindre des choses, c'est de traiter les gens comme des êtres humains. Et Mohamed, il a fait tout ce qu'il a pu. Il en est aujourd'hui à la Cour européenne des droits de l'homme. Et personne, aucun député, aucun homme avec un minimum de pouvoir, n'a jamais fait le moindre pas
pour essayer de l'aider de sortir de cet Merci, Madame Kouajo. Christophe, on va considérer que ce tour de table est hors minutage, puisque c'est une situation concrète sur laquelle il fallait revenir, et cette émission sert aussi à ça. Donc, vous reprenez la ligne pour revenir à la deuxième question de ce Vivre Ensemble, la perception de l'islam en France, et ce qu'on appelle l'islamophobie, que beaucoup d'hommes politiques refusent de reconnaître en l'État. À vous. Ou peut-être même participent justement à cette islamophobie de par leur discours. Oui. Comprenez, messieurs, dames, qu'aujourd'hui, vous avez une population, donc c'est franco-musulmans, qui sont installés, qui parlent bien le français, apparemment c'est important pour monsieur Gastine, et qui sont donc bien intégrés, bien que j'aime pas beaucoup ce mot, on ne l'aime pas beaucoup d'ailleurs autour de cette table, mais comprenez qu'aujourd'hui, en écoutant les infos, les médias, les paroles des hommes et femmes politiques dans ce pays, que cette population se sente agressée de par leur religion, que l'on ramène à chaque fois à ce terrorisme, à l'islamisme, au fascisme, à l'islamo-gauchisme, enfin tous ces termes qu'on a pu employer, se terminant par isme, qui sont absolument très agressants pour ceux qui les entendent, qui les écoutent au quotidien. Concrètement, votre position face à l'islam, face aux musulmans et face aussi à cette laïcité qui a priori répond, si on l'applique à règles strictes de laïcité, répond finalement à toutes les problématiques, et pourtant on cherche encore à stigmatiser. Comprenez aujourd'hui, tiens, monsieur Éric Coquelin par exemple, comprenez aujourd'hui du mouvement En Marche qu'il y a une population qui se sent stigmatisée en permanence. Est-ce que du côté de monsieur Macron, on a trouvé la solution pour que cette population aussi se sente mieux et qu'on arrête finalement de stigmatiser toute une population parce qu'elle a choisi cette croyance, cette religion, qui est la deuxième religion de France, je le rappelle? Déjà, j'aimerais bien commencer par une chose, c'est que je trouve qu'il y a trop de violence dans le verbe en France. Qu'on écoute les éditos, qu'on écoute les hommes politiques, les hommes politiques, voilà. Les interviews à la télé, ou encore qu'on lit les articles, il y a trop de violence par la création de ces néologismes, que ce soit islamo-gauchiste ou autre, et ce qui fait qu'on est en train de stigmatiser indirectement, peut-être par la peur, toute une partie de notre population. Mais il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que la France, ce n'est pas ça. La France, c'est le vivre ensemble. Il n'y a pas de culture française, pour reprendre certains qui disent cela. Mais au contraire, il y a des apports, il y a des affluents qui ont convergé vers un fleuve. Et c'est ça ce qu'il ne faut pas oublier. Bien entendu, il y a une part infime de la population qui commet des attaques ou autres, ou d'autres personnes. Mais ce n'est pas on ne fustige pas toute une partie de la population. C'est pour ça que nous engageons, certes, à avoir cette menace à essayer de contenir cette menace terroriste. Mais il ne faut pas lancer un climat de suspicion envers toutes les personnes qui sont musulmanes. Vous avez bien fait de le rappeler, c'est la deuxième religion de France. Mais en tout cas, on essaye également de réguler notamment les associations qui menacent la République. Mais on essaye de laisser cette liberté de culte et d'appliquer stricto consensus ce principe de laïcité qui est très important. Laurent Logio, donc représentant de monsieur Benoît Hamon, pour justement cette stigmatisation qui est faite en assimilant finalement ces musulmans qui vivent, j'allais dire, pour 99,5% confortablement et convenablement dans ce pays, et pourtant qui se sentent stigmatisés, attaqués par les propos, on le disait, donc des politiques, des journalistes, des médias, qui font finalement le relais de ces politiques aujourd'hui qui n'ont que dans la bouche islamisme, terrorisme et tous ces mots qui sont absolument insupportables. Comment finalement faire la différence entre effectivement ce qui est un acte terroriste, des gens qui, au nom d'une religion, encore une fois, au nom d'une religion, commettent des choses impardonnables, irréparables, et ces gens justement qui vivent tranquillement leur citoyenneté et surtout leur religion sans embêter personne. Oui, je crois que Benoît Hamon a été relativement clair parce qu'il a été souvent attaqué sur son positionnement sur oui, on l'a jugé un peu trop la laïcité. Proche, justement, oui. On l'a jugé parfois lui aussi, il a eu le droit à ces vocables d'islamo-gauchiste, et donc Bilal Hamon, on l'a appelé Bilal, je crois. Hein. Oui, c'est ça, on l'a appelé comme ça. Donc je crois que j'ai pas à défendre son positionnement par rapport à tout ça. Il disait lui-même que la loi de 1905, c'était justement pour protéger ceux qui n'étaient pas aujourd'hui des religieux,
et il y a plus de 60%, plus de 50% dans ce pays qui sont athées, et donc voilà, qui n'ont pas envie d'être embêtés avec ça, et ceux qui le sont et qui pratiquent leur religion. Il disait lui-même, une jeune fille qui veut porter le voile dans ce pays, à partir du moment où elle le fait librement, elle a raison de le porter, le foulard. Voilà. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de, il faut aller rechercher chez d'autres candidats ce côté islamophobe. Là, c'est clair. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, le corps d'inspecteurs de la lutte contre la discrimination peut être quelque chose de relativement important parce que il y a des faits. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, des gens sont meurtris à cause de cette situation, et il faut à un moment ou à un autre pouvoir les défendre, et les défendre, tout simplement en faisant des recours. France Maghreb 2. France Maghreb 2 sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, de retour dans le studio du Grand Forum en direct du Havre. Vous m'entendez, le Havre? On vous entend, Medjed, absolument, on vous entend. On espère que lorsqu'on parle d'islamophobie, qu'on arrête de nous couper. Ça serait pas mal, ouais, ça serait bien. Complotiste. Non, pas du tout, mais non, loin de moi cette idée. Technique. Alors, on termine alors la dernière phrase de madame, et on revient à monsieur Gastine. Alors, on va reprendre donc Magali Cauchois, c'est ça? Oui. Voilà. Magali Cauchois, donc sur la partie islamophobie, sur la partie sur la deuxième partie, donc le racisme, là où vous êtes. Voilà. Moi, je disais que justement toutes les formes de racisme aujourd'hui, c'est des idées qui sont là pour nous affaiblir, pour affaiblir les travailleurs, parce que on a besoin d'être tous ensemble pour se défendre. Le racisme, ça sert à faire en sorte que on se batte entre nous, qu'on se regarde de travers, qu'on se regarde avec méfiance, qu'on se parle pas. Et si on veut nous se défendre, parce que la force des travailleurs, c'est leur nombre, c'est leur place dans l'économie, et sans être tous ensemble, on n'arrivera pas à se défendre. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ces idées-là, eh ben oui, elles sont mises en avant par tout un tas de politiciens, mais je vais vous dire de droite comme de gauche. Hein, et de nous expliquer que y a pas la place pour tout le monde, qu'il y a pas assez pour tout le monde, que etc. C'est fait ça pour nous pour diviser les travailleurs et pour nous affaiblir. Et c'est en ça que toutes les formes de racisme sont des choses qui me sont absolument étrangères et qui nous sont nuisibles à nous-mêmes. Jean-Baptiste Gastine, représentant de Monsieur Fillon. Sur cette question, et puis certains analystes disent que Monsieur Fillon a gagné la primaire face à Monsieur Juppé, Monsieur Sarkozy et autres, dans une frange d'électeurs de droite, notamment qui ont été très intéressés par le petit livre de Monsieur Fillon, qui s'appelle donc de mémoire, combattre le terrorisme islamique. Pas islamiste, avec quelques citations, moi j'ai lu les livres qui font sauter ceux qui se sont concernés. Alors sur cette question d'islamophobie, et comment Monsieur Fillon, j'allais dire, puisque vous êtes militant à LR, quel est le discours à l'intérieur de LR pour justifier ses positions et pour expliquer que quelque part, quand vous avez un tête de chapitre sur un livre dont le titre est islamique, qui dit un proverbe iranien dit que le serpent mu change de peau mais ne change pas de nature, comment voulez-vous, celui qui est dans cette culture, et je ne dis pas dans cette religion, dans cette culture musulmane, se sent quand il lit ce genre de phrase? Bon, la question qui est posée, c'est la place de l'islam en France, la place de l'islam dans la République française. C'est une question évidemment importante parce que vous êtes plusieurs millions de concitoyens musulmans. Nous sommes plusieurs millions de concitoyens musulmans comme il y a en France. Des millions de catholiques mais bien et sûr, des millions d'athées. Mais bien sûr. Et l'islam, c'est vrai, est la deuxième religion en France. Et tout ça est connu et tout ça fait partie du constat et du diagnostic. Pour cette question de la place de la religion musulmane en France, on a dans la culture française, dans les principes de la République française, quelque chose qui s'appelle la laïcité, que très peu d'autres pays connaissent. En tout cas de la même manière que la nôtre, oui, pas le seul, mais et qui pourtant est extrêmement simple, et qui permet de, c'est pas la même, et qui selon moi et permet à tous de vivre ensemble, et parce que ça protège. Et ça dit quoi la laïcité? C'est très simple. Article 1, la République assure la liberté de conscience, la liberté de croire à la religion de son choix ou de ne pas croire. Elle garantit le libre exercice des cultes, avec une seule réserve, qui est celui de ne pas troubler l'ordre public, et qu'on travestit sans cesse en disant la religion c'est une affaire privée. Ça dit jamais ça, la laïcité, c'est pas vrai.
ça dit simplement, vous avez le droit de pratiquer votre religion dans une seule limite, c'est de ne pas troubler l'ordre public. On est d'accord, oui. Mais c'est pas, ça veut pas dire qu'on renvoie à la sphère privée. C'est pas vrai. C'est la liberté de conscience et c'est la liberté de culte dans cette réserve-là. Le deuxième article, très important aussi, il dit que l'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Autrement dit, l'État dit, je suis neutre en matière de religion. Voilà, je suis neutre, j'en choisis aucune. Alors, les auditeurs... Et c'est ça qui doit nous guider, parce que c'est ça qui a permis, c'était pas si facile. Il y a 100 ans, c'est les catholiques qui n'acceptaient pas la République. On l'a oublié, mais c'est les catholiques, il y a 100 ans, qui n'acceptaient pas la République. Eh bien, la laïcité a permis l'intégration des catholiques dans la République. Et ben, je crois que la laïcité peut et doit permettre l'intégration, même si certains n'aiment pas ce mot, parce qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses. Mais c'est ça qui est en jeu quand même. Et l'immense majorité des musulmans sont prêts à vivre tranquillement, sereinement, dans la République française, à reconnaître les principes républicains, celui de la laïcité, mais aussi ceux de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Mais la voie, elle est assez étroite. Reconnaissons que c'est pas facile. Reconnaissons que la voie est étroite, mais qu'on est tous à travailler pour que les Français puissent vivre sereinement au XXIe siècle. Sans vous interpeller vous directement, mais j'interpelle la mémoire collective de ce pays, qui fait que quand cette loi de 1905 a été adoptée, l'Algérie était française, et que l'Algérie étant française, on n'a jamais publié le décret, parce que si on avait publié les décrets en l'artant en 1905, en 1910, en 1940, en 1950, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, cette question de l'islam aurait été traitée d'une autre manière, et quand l'Algérie avait obtenu son indépendance, on n'aurait pas cette grande question. Deuxième chose, moi je veux bien que l'article 2 dit que la République nous salarie, nous subventionne, sauf qu'on se retrouve par l'histoire de la France dans une zone Alsace-Lorraine où, parce qu'elle était sous un régime particulier qui était donc le régime allemand, à ce jour, la République subventionne et salarie. Et donc certains posent la question, pourquoi ne pas jouer égalité jusqu'au bout? Donc soit rapatrier le régime Alsace-Lorraine partout en France, soit dire au bout d'un siècle et demi, ce régime d'Alsace-Lorraine est terminé pour tout le monde, pour qu'on puisse construire. Et je ne demande pas de réponse, mais ce sont juste des rappels de faits historiques sur lesquels nous travaillons beaucoup. Et je me tourne vers, j'allais dire, le représentant de M. Hamon. Laurent Logio. Cette question, Laurent. Sur la question que vous venez de poser? Non, c'est pas sur mon interpellation, mais sur cette situation de l'islamophobie et de la place de l'islam en France aujourd'hui. Je pensais avoir répondu tout à l'heure, puisque c'est moi qui ai commencé, mais je veux bien en rajouter. Cette question, parce que ça a été développé, donc on peut revenir. Moi, je pense que, à vrai dire, comme Benoît Hamon, je me pose pas la question. La réalité de notre société, elle est fait que nous sommes faits de citoyens qui, en effet, ont des religions différentes et doivent pouvoir la pratiquer parce que la France le permet. Et donc, il faut traîner devant les tribunaux et punir les gens qui pratiquent l'islamophobie. De la même façon qu'il faut les punir quand ils attaquent la religion ou les juifs ou les catholiques, parce que c'est une réalité. Par contre, il faut aussi punir les gens qui sont extrémistes à un moment ou à un autre et qui utilisent malheureusement toutes ces religions pour tuer les autres, alors que ces religions disent le contraire. Donc voilà, je crois que les choses sont simples. On en fait beaucoup et objectivement, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est quand même le Front National qui pousse à l'extrême aujourd'hui ces thèmes, pensant que c'est celui qui intéresse le plus la France, alors qu'en réalité, les Français, ce qui les intéresse, c'est pouvoir vivre correctement dans tous les quartiers, trouver de l'emploi, et c'est ça le plus important. Merci. Dernière 20 minutes, Christophe, pour la politique internationale. Oui, on marche, vous rajoutez un mot? Non. Alors, on me regarde, c'est 5 secondes, hein, comme on dit à la J'ai télé. vu que vous parliez notamment du Concordat en Alsace. Ouais. Manque de peau, je suis alsacien, donc je connais bien le sujet. Voilà, mais en tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas sur le territoire changer le Concordat. C'est un système qui marche bien. Certes, il y a du financement d'églises, mais également aussi de mosquées. Hein. Non, ça a été refusé au prétexte qu'a été fait avant. Et donc, tout ce qui vient après, en tort. Enfin, j'étais pas là. Alors, financement d'église, si vous voulez. On est d'accord. Et les synagogues. Mais il faut quand même savoir qu'au niveau des caisses, parce qu'on a aussi une caisse spéciale attachée au Concordat.
Mais après, on regarde la productivité horaire du travail. Je crois qu'on se situe parmi une région qui est une des plus riches. Mais en tout cas, nos caisses sont excédentaires parce que ce n'est pas le même fonctionnement que les caisses françaises. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser la question. Je veux dire, les caisses françaises. Non. Les caisses du reste du territoire. Oui, du reste du territoire, si vous voulez. Mais vous savez très bien qu'en tant qu'Alsacien, il y a un très fort attachement à la région. Mais en tout cas, c'est ça. Certes, il y a ce fait que les curés et les évêques sont rémunérés par l'État, mais d'un côté, on a aussi un système de retraite, de caisse qui marche super bien. Donc après, il faut aussi voir. Faut aussi dans la détacher politique internationale. Notre chroniqueur veut prendre un mot. Non, juste pour un rappel à la fois historique et juridique. Ouais. Il y a 2 régions de France, effectivement, où n'est pas appliquée la laïcité, l'Alsace-Lorraine et les Comores. La Moselle, une partie de la Moselle. Une partie. Donc, et les Comores. Pour ce qui est de cette région qui bénéficie du concordat, du fait que cette région-là était sous occupation allemande. Je dis quelque chose et je le dis avec force. La France 3 guerres. Oui, je dis avec force parce qu'il y a un homme qui aurait pu être professeur au Collège de France à la mort de Jacques Berck et qu'on n'a pas voulu simplement parce qu'on a dit la France n'est pas prête, c'est Mohamed Harkoun. D'accord ? Et Mohamed Harkoun avait demandé, lui déjà dans les années 60 et 70, à ce que l'on permette effectivement qu'on crée un institut de formation islamique à Strasbourg, tant comme il y en a pour les autres religions, et afin de partir de cela, pour pouvoir effectivement bénéficier de véritables imams formés en France. On lui a refusé. Ça, c'est un aspect d'ordre historique qui existe et que vous pouvez trouver de partout. Et lisez tous les livres de Mohamed Harkoun. Ça n'avait rien de quelqu'un de hyper religieux, mais c'était quelqu'un de formidable à ce niveau. Bien, écoutez, un débat en tout cas qui est posé en tout cas. Allez, est-ce que ça fonctionne là du côté du Havre? On a perdu la connexion à nouveau? Oui, visiblement on a perdu la connexion. Bon, on va marquer la pause, comme ça on est tranquille. Et on va revenir dans un instant sur France Maghreb 2 avec la suite du Grand Forum en direct du Havre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum avec Christophe, évidemment un LGF spécial en direct du Havre du côté de la librairie Les Yeux d'Elsa. Absolument, nous sommes installés, et ce depuis 16h en direct, où nous faisons notre petit débat au niveau local avec les différents représentants des partis qui sont ici, avec qui nous avons abordé en première partie donc le volet social, le volet vivre ensemble, l'islamophobie aussi, avec qui nous avons évoqué il y a quelques instants. On va passer maintenant au volet affaires étrangères. Mais plus précisément, dans un premier temps, si vous le permettez, ça fait 3 semaines que le département français de la Guyane est en grève générale. Ils y dénoncent aussi, quelque part, un chômage massif, une insécurité importante, une population qui crie sa colère. Comment les candidats comptent régler cette problématique qui ne concerne pas forcément que la Guyane, mais aussi tous les départements d'outre-mer aussi. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, Gérald Maniable, quelles sont les propositions pour répondre aussi à cette population qui, là aussi, se sent peut-être un peu mis de côté? Alors, pour faire court, je vais dire qu'il y a en France, il y a sur le plan international des territoires occupés. Nathalie Nel, je précise, parce que voilà, j'ai annoncé Gérard. Pour cela, en ce qui concerne Mélenchon sur la Palestine, on y viendra il après. a dit les choses clairement. Bref, et il y a les territoires oubliés nationaux. La Guyane en fait partie. Je vais pas dire heureusement qu'ils se manifestent et ils ont raison. La situation qui leur est faite aux Guyanais, mais aussi aux Comores. Tout à l'heure, je me suis parlé des Comores et la Martinique, la Guadeloupe, est proprement scandaleuse. La France est un territoire national, mais il est aussi c'est l'histoire qui fait aussi que il est un peu partout sur l'espace. Et les gouvernements successifs de droite et le gouvernement socialiste n'a pas fait cas, sauf pour, oui, effectivement, protéger quand il s'agit de la fusée au Kourou. Mais dans cette société, les gouvernements successifs, faut bien l'humain. Nous, on a à cœur l'humain, et l'humain dans cette société où c'est la finance qui prend le pas n'est évidemment pas considéré. Donc, plus c'est loin
moins on y pense, et c'est la logique qui a valu et qui a prévalu depuis des années au niveau des gouvernements. Mélenchon, demain président, évidemment, avec l'humain à cœur, ces propositions s'appliquent sur tous les territoires de France. Laurent Logio, donc, du Parti Socialiste, représentant de Monsieur Benoît Hamon, le Parti Socialiste au pouvoir depuis 5 ans. Le gouvernement a fait une proposition de 2 milliards et quelques, les Guyanais n'en veulent pas. Comment régler ce problème? Alors, il vous a pas échappé. Je crois que c'était 2 milliards et demi. Hein. Enfin, la demande des Guyanais est de 3 milliards et demi. Oui. Non, mais le gouvernement a bien proposé 2 milliards. La proposition a d'abord été d'1 milliard et que c'est monté à 2. Mais moi, je pense que, au-delà de tout ça, il y a un problème pour la Guyane, c'est le commerce avec les pays qui sont frontaliers. En réalité, la difficulté des Guyanais, elle est aussi que le fonctionnement aujourd'hui avec les voisins n'est pas un fonctionnement normal. On considère bien sûr que c'est un territoire français, c'est un État, mais on doit lui appliquer des directives qui sont décidées de France. Et c'est là le problème. En réalité, les échanges commerciaux ne fonctionnent pas aujourd'hui avec les pays d'Amérique latine qui sont juste à côté. Et donc, je crois qu'il faut régler ce problème-là pour pouvoir aider les Guyanais. Après qu'il y ait un rattrapage nécessaire, je pense que c'est indispensable. Benoît Hamon l'a dit. Je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que la Guyane, comme les autres territoires d'outre-mer, d'ailleurs, bénéficie de beaucoup d'aide de l'Europe et qu'il faudra quand même, à un moment ou à un autre, forcer aussi l'Europe à continuer à investir. Mais pour pouvoir continuer à investir, il ne faut pas en sortir. La réaction de Monsieur Gastine, donc du représentant de Monsieur Jean-Baptiste Gastine, représentant de François Fillon. Est-ce que le candidat Fillon, là aussi, a des propositions concrètes pour ces départements, les oubliés? Oui, d'abord, je pense que c'est pas uniquement un problème commercial entre la Guyane et les territoires voisins de la Guyane. Ça va vous surprendre, mais j'ai pas une position très éloignée de celle de Madame Naik qui vient d'être exprimée. Comme quoi, tout est possible. Ouais, tout est possible. Parfois, on peut se retrouver. Je pense qu'on a des responsabilités qui sont assez largement partagées, droite et gauche, sur les relations que l'on a avec les territoires d'outre-mer, avec les départements d'outre-mer en particulier, que on donne l'impression de les abandonner, de les oublier, et comme ils sont déjà loin, cette impression elle est tout de suite renforcée et elle est parfois légitime. On donne trop souvent l'impression qu'on s'intéresse à eux qu'au moment des campagnes électorales, et eux se rappellent à nous, et c'est bien normal, au moment des campagnes électorales. Et le mécontentement, la grogne s'exprime régulièrement. Elle s'exprime en Guyane, elle s'est exprimée en Guadeloupe il y a quelques années, en Nouvelle-Calédonie il y a encore un peu plus de temps. Je crois une chose très simple, moi, c'est que ces territoires font partie de la République, mais qu'ils ont des contraintes que les autres départements français de métropole n'ont pas. C'est l'éloignement avec la métropole, c'est la discontinuité territoriale, il faut traverser, pour la plupart, pour tous, il faut traverser des océans. Même si ce sont pas tous des îles, mais il faut traverser des océans, et que ces contraintes, ces obstacles que ces territoires ont et que nous n'avons pas, justifient qu'on y mette plus de moyens que dans les autres territoires qui sont les territoires de la métropole. Que l'Europe y mette plus de moyens, mais que la France aussi y mette plus de moyens. Parce qu'effectivement, on peut pas accepter que le taux de chômage soit 2 fois plus élevé que dans notre pays où il est déjà important, que le taux de chômage des jeunes touche quasiment la moitié, c'est-à-dire 1 jeune sur 2, c'est pas acceptable. Il faut y mettre plus de moyens, mais on peut pas gérer ça comme ça dans l'urgence à chaque fois, parce qu'il y a une grogne ou parce qu'il y a une campagne électorale. On doit avoir une stratégie à long terme vis-à-vis des territoires d'outre-mer. Magali Cauchois, lutte ouvrière sur justement ces départements oubliés de la République qui, comme le disait tout à l'heure Monsieur Gasting, reviennent à nous où durant les campagnes électorales, on se rappelle qu'il existe des départements d'outre-mer. Quelles sont vos propositions là-dessus ? Alors d'abord, moi je pense que, en effet, les Guyanais, ils ont absolument raison, et je pense que c'est de cette façon-là qu'on se fait entendre. Moi je pense que c'est par des manifestations, par des grèves, par tout ça. C'est de cette façon-là. Nous, on devrait prendre exemple sur eux. Hein. On devrait prendre exemple de leur façon de se défendre et de mettre en avant leurs exigences. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment en direct du Havre, avec le grand forum sur France Maghreb 2, avec quelques soucis techniques, mais que nous résolvons dès que possible, et ben voilà, c'est fait, on est en direct. Il est 18h pile poil. Absolument, en direct donc du Havre pour cette dernière partie
avec Magali Cauchois qui avait la parole juste avant qu'on soit coupé. Magali, on va commencer à se poser des questions. Lutte-ouvrière, on veut pas les entendre, hein, visiblement, dans ce pays. Sur la Guyane, donc sur les départements oubliés, juste pour terminer votre propos. Alors, je disais donc que moi, je pense qu'ici, les travailleurs devraient prendre exemple sur les travailleurs guyanais et qu'ils ont trouvé la bonne méthode pour se faire entendre et que c'est de cette façon-là que nous, on devrait se défendre et on devrait mettre en avant nos exigences pour vivre correctement. Et puis, je voulais dire aussi, voilà, les gens là-bas, qu'est-ce qu'ils réclament ? Eh ben, ils réclament de pouvoir se soigner, ils réclament de pouvoir aller à l'école, d'avoir une éducation digne de ce nom, et que même là-bas, on réclame des écoles, des collèges, même des chaises pour mettre dans les salles de classe, et que je trouve quand même que c'est une blague d'entendre le PS et d'entendre la droite qui ont été au pouvoir pendant des années, qui disent que peut-être il y aurait un petit rattrapage à faire. Hein. C'est pas un petit rattrapage, on est dans une situation qui est indigne. Et que, oui, c'est comme ça qu'on se fait entendre, c'est par des mobilisations comme ça, et nous, on devrait faire pareil. Mais Éric Coquelin, on vous a pas entendu là-dessus, du mouvement En Marche. Je sais qu'Emmanuel Macron est parti aussi dans les départements d'outre-mer. Je crois que c'était la Réunion, hein, si je ne m'abuse. Non, la Guyane. La Guyane, pardon. Justement, il est parti en Guyane. D'autant plus, donc il a évoqué cette problématique. Quelles sont les propositions à faire ? Déjà, pour commencer mon propos, j'aimerais bien commencer par citer un philosophe. C'est indignez-vous. C'est Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, oui. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. On peut s'indigner de voir ce qui se passe en Guyane et également dans l'outre-mer. À chaque fois, que ce soit chaque gouvernement de droite ou de gauche, il a eu sa fronde. On s'en rappelle notamment quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir avec Yves Gégaud. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois, que ce soit à droite ou à gauche ? On y va, on dépêche un ministre, soit en Falcon ou en autre, ou par un autre moyen, et on grasse gratis, on fait un chèque et après on repart. Mais c'est du court terme, c'est pas du structurel, ça n'aide à rien. Parfois on construit quelques hôpitaux, on donne plus de moyens pour les collectivités pour agir, pour rajouter quelques sièges dans les salles de classe, mais rien de plus. Et moi, ce que je pense, c'est surtout de la coopération. Il faut plus d'écoute, plus de dialogue, et surtout, pas apprendre, mais essayer d'accompagner les dirigeants, les hommes politiques guyanais vers une sortie de crise. Il n'y a pas qu'Ariane Expace pour trouver de l'emploi, c'est ça le problème. C'est qu'il faut diversifier les secteurs. Et ensuite, il n'y a pas que la France pour faire du commerce. Il faut sensibiliser les personnes à ça. Il n'y a pas que la France pour aller vendre, par exemple, il y a certains pays d'outre-mer qui vendent des bananes, mais si on regarde le commerce majoritaire, c'est avec la France. Et il faut qu'ils se développent sur eux. Donc il y a toute une transformation à faire, que ce soit, comme disait Laurent Logio, au niveau des partenaires, au niveau de l'Amérique du Sud ou même les États-Unis, ou également au niveau des problématiques structurelles, santé, bien-être, bien vivre ensemble, délinquance. Éducation, c'est important également de pas qu'apporter seulement de l'argent, mais également une oreille et surtout prendre en compte les problématiques. Et on ne pourra pas appliquer la politique qu'on fait en France. Il y en a qui parlent de volonté pour la France, mais parfois on a l'impression que c'est que pour la France métropolitaine. Merci monsieur. On a l'impression des fois, Christophe, il est 18h, donc on va prolonger de quelques minutes l'émission, puisqu'on a eu les deux coupures. On a l'impression des fois que ces territoires d'outre-mer ne font pas partie du territoire national, la Corse y compris, et qu'on va s'en rappeler quand il y a une crise ponctuelle, et à la limite, je ne veux pas reprendre la parole de Madame Artaud, mais disons que pour les Guyanais, 2 milliards, c'est 2 milliards de prix, parce que s'ils n'avaient pas fait ces manifestations et ces actions, les 2 milliards ne seraient pas tombés dans la caisse de cette région. Alors qu'après le différentiel soit d'1,5 milliard, ça c'est à l'État et puis aux prochaines républiques de voir si c'est mérité ou pas. Mais en tout cas, on peut dire qu'en France, comme pour mai 68, qui est parti de Guyane, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que ça a commencé là-bas et ça a terminé dans des territoires, oui, mais en tout cas c'est dans les départements oubliés, comme on dit, et qu'aujourd'hui, la classe politique française dans sa globalité ne donne pas l'impression que quand elle réfléchit France, elle réfléchit aussi territoire d'outre-mer. Et il a fallu que des hommes se battent sous la présidence de M. Sarkozy pour qu'on daigne accepter de faire un journal météo ultramarin pour l'intégrer. Donc, j'ai le retour de la radio. Allez-y. Voilà, pour qu'on veuille intégrer la météo des territoires français sur les télévisions publiques françaises. Et jusque-là, on commençait à Dunkerque, on terminait à Marseille, des fois à Bastia, mais ça s'arrêtait là. Et donc, en fait, c'est que la question de la périphérie dans la tête des membres de la classe politique française est aujourd'hui en cause, et peut-être que cette élection permettra donc de bousculer ces éléments.
Alors, on va terminer, Tarek, avec un problème aussi qui va certainement laisser apparaître quelques divergences entre les différents candidats. C'est aussi une question qui nous intéresse beaucoup ici et qui intéresse en particulier aussi nos auditeurs. C'est la question palestinienne. Et là, je sais que parmi les différents candidats, il y a beaucoup de divergences. Tiens, monsieur Éric Coquelin, par exemple, Emmanuel Macron a déclaré récemment, pas plus tard que dimanche dernier, que ça ne servait à rien de reconnaître la Palestine, l'État palestinien. D'accord. Est-ce que vous avez pris ces propos dans sa globalité? Vous savez, il y a toujours un problème de contextualisation. Il est vrai qu'on a eu une histoire, notamment au Moyen-Orient, qui est quand même peut-être les Balkans du XXIe siècle. Ça faut quand même s'en rappeler, qui a eu ce problème, qui a toujours ce problème Palestine, Israël. Il est vrai que la Palestine n'est pas forcément un territoire reconnu par tous les pays de la communauté internationale. Alors, est-ce que la France doit le reconnaître ou pas? Je crois que c'est on parle notamment d'autorité palestinienne ou non. C'est un cas notamment sur notre diplomatie internationale. Après, quelles sont aussi également les conséquences par rapport à l'influence internationale de la France, qui est quand même dans l'ONU, également dans l'OTAN, si nous commençons à reconnaître la Palestine comme un État? Ouais. Et au niveau également de nos alliances stratégiques à travers le monde. Il suffit de rappeler que l'Assemblée nationale française et le Sénat français ont voté une loi pour la reconnaissance. Donc aujourd'hui, la question c'est de ne pas reconnaître ou pas reconnaître, c'est quel est le président de la République qui, je vous rappelle, la loi sur la reconnaissance du génocide arménien, il a fallu 16 ans, entre 2001, où la France reconnaît le génocide arménien sans passer par l'étape de la pénalisation, à 2016, où cette étape de pénaliser ceux qui ne reconnaissent pas ces génocides soit votée par l'Assemblée et par le Sénat, et qui n'est toujours pas adoptée par le président de la République. Donc aujourd'hui, la question de la Palestine, on viendra sur le deuxième volet, qui est le BDS, c'est-à-dire le boycott, fait, si vous voulez, je ne veux pas faire des Mélenchon, excusez-moi, mais que le fait que dans la Ve République, c'est le président qui, en définitive, ratifie ou pas ce que les assemblées ont voté, pose comme un problème. Et quand on sait que, pour beaucoup, la question d'Israël-Palestine a été créée par les accords Sykes-Picot, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, est-ce que la France, un siècle après, peut venir dire « Non, moi, c'est pas mon problème parce que je reconnais, alors que c'est la France qui a tracé ses frontières ». Laurent Longio, par exemple, du représentant de M. Benoît Hamon. Benoît Hamon a promis, s'il est élu président, qu'il reconnaîtrait l'État palestinien. Oui, bien sûr. Je crois que là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait partie de l'affirmation qu'il veut avoir au niveau international, la reconnaissance. La paix dans ce monde ne passe que par cette reconnaissance de l'État palestinien. Donc, à un moment ou à un autre, il faut arrêter de tourner autour du pot. Je pense que sur le plan international, de la même façon d'ailleurs qu'il a dit très récemment que il fallait reconnaître et connaître les frontières qu'il y avait aujourd'hui dans l'Europe du Nord et avec la Russie et continuer à appliquer l'accord de Minsk. Donc je crois que à un moment ou à un autre, il faut avoir un peu de fermeté. Je voudrais dénoncer quelque chose ici aussi, c'est les camps qui sont mis en place en ce moment en Tchétchénie par rapport aux homosexuels. Il n'y a pas eu beaucoup de candidats au présidentiel qui se sont exprimés. Je crois que la France doit redevenir cette patrie des droits de l'homme et de la lutte contre les discriminations dans le monde entier. Quelle est la position du candidat François Fillon sur la reconnaissance d'un État palestinien pour aussi faire en sorte de stopper cette colonisation à outrance de la part d'Israël? Moi, je voudrais dire que la France, il fut un moment où elle a joué un rôle important au Proche-Orient et où elle était un interlocuteur reconnu, quelqu'un qui comptait dans les discussions, dans les négociations, et que, au cours des dernières années, la place de la France dans ces discussions, elle a considérablement reculé. Et donc la France, elle peut reconnaître l'État palestinien ou ne pas le reconnaître officiellement ou laisser le Parlement le faire et pas le président. La réalité, c'est que malheureusement, la voix de la France au Proche-Orient et dans le monde entier, elle a considérablement reculé au cours des dernières années. C'est un affaiblissement et l'enjeu pour les années qui viennent, c'est de remettre la France à sa place pour que sa parole compte, pour que sa parole porte dans le monde. Et pour ça, on ne peut pas s'improviser président de la République. Et pour ça, il faut un président de la République qui ait de l'expérience, qui ait de l'autorité.
soit capable de discuter d'égal à égal avec M. Trump, avec M. Poutine, avec les dirigeants européens, avec le président chinois, parce qu'on ne fait pas la paix tout seul. Et sinon, ça serait trop simple. Ça fait 50 ans, 60 ans que ça dure au Proche-Orient. C'est pas la France qui va imposer la paix toute seule. Mais elle peut avoir une parole qui porte, une parole qui compte. Et c'est cette parole qu'elle doit retrouver. Une parole qu'elle avait du temps du président Chirac et qu'elle a perdue avec M. Sarkozy et M. Hollande. Alors, Gérald, du mouvement de la France Insoumise. Oui, alors c'est toujours quoi chaque fois que tu dis Gérald, il y a Nathalie qui Gérald, il veut pas parler en fait. Il ne peut plus rien dire. Nathalie Nel, donc sur la Palestine. C'est dramatique ce qui se passe à Gaza. Tous les jours, il y a de la population.